La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons l'écoute du livre 4. Social. Chapitre 11. N. Serait-il de trop? Être juif et français serait-il devenu difficile à vivre en France? De nombreuses agressions auraient été perpétrées contre des représentants de la communauté juive de France. En moyenne, au moins une agression par jour, verbale ou physique et parfois les deux à la fois, aurait lieu. Quels sont donc ces Français devenus antisémites? Les faits seraient répertoriés dans les rangs politiques dits de la droite extrême, mais seraient aussi attribués à des intégristes religieux. Quelles peuvent être les conséquences de telles attitudes? La France doit rester un pays libre, multiculturel et multicultuel. Des formes de terrorisme en particulier islamistes se seraient renforcées sur le territoire. Les lieux de culte et les écoles juives auraient été placés sous surveillance policière. Pourquoi seraient-ils ainsi ciblés? Des attentats ont été perpétrés contre des enfants juifs qui se rendaient à l'école. Des innocents ont ainsi été assassinés. Il y a une très grande distance entre un projet humain global et de tels événements. En Grande-Bretagne et plus particulièrement à Londres, la liberté d'expression y est organisée. Chacun a le droit de s'exprimer librement en pleine rue. Cependant l'islamisation extravagante de Tower Hamlets, un quartier voisin de la City, poserait quelques soucis. La ségrégation islamique y régnerait d'autorité. Comme dans de nombreux quartiers des grandes villes françaises, les services de police n'y ont plus d'accès et les riverains s'y font continuellement agresser. Londres compterait 600 000 musulmans dits extrémistes. Un tribunal et une école de la charia y seraient installés. Le souhait des islamistes c'est que bientôt le drapeau islamique soit aussi érigé en haut de l'Assemblée nationale française. La passivité des autorités britanniques en face des prédicateurs religieux devient déconcertante et dangereuse. Y aurait-il des préjugés défavorables à l'égard des Juifs en France? Il y aurait une peur viscérale des Juifs qui contrôleraient le monde? Les Juifs qui détiendraient le monopole de l'argent? En tout état de cause les Juifs représenteraient la puissance. De là à établir une discrimination, le pas serait vite franchi. Des faits se sont déjà déroulés, pendant la dernière guerre, à leur égard, et qui s'appellent la Shoah. Une véritable catastrophe qui concerne une tentative de leur extermination par les combattants du Troisième Reich et leurs alliés et qui a représenté un génocide, à partir d'un programme politique. L'Holocauste est, quant à lui, considéré comme un sacrifice religieux. Le rappel, à de très nombreuses occasions de ces faits, laisserait penser que les Juifs, en France pour le moins, auraient pris le contrôle des moyens d'information. Un quart des 22 000 habitants de Créteil est de confession juive. Une ville où la tolérance entre Juifs, musulmans et chrétiens était totale. Mais là aussi, le communautarisme serait devenu un réflexe de refuge contre la peur de l'autre, engendré au quotidien. C'est un simple réflexe sécuritaire qui traduit un nouveau modèle de vie. La crainte et la méfiance ont fait place à l'insouciance précédente. Est-ce à cause de cette crainte que 8000 Juifs auraient récemment quitté la France pour Israël? Ceux qui s'y sont déjà installés disent se sentir bien en Israël même si, comme ils le disent, ils sont entourés de barbares. Les Juifs de France douteraient et s'inquiéteraient pour leur avenir en France. Ils considèrent pourtant que la France appartient à tous les Français, de quelque confession qu'ils soient, ainsi que pour les non-croyants. Il est vrai aussi que la grande majorité des Juifs n'a aucune intention de partir de France. Que deviendrait-elle, cette France des droits de l'homme et du citoyen? Le conflit israélo-palestinien s'y serait-il installé, sans qu'on y prête attention, insidieusement, mais pourquoi? Il ne peut pas y avoir, a priori, de congruence ou d'identité de forme entre les arabo-musulmans et les arabo-juifs, sur le plan religieux, en France, puisqu'il peut y avoir des identités distinctives directes dans leurs pratiques religieuses.
Elles ne peuvent pas, en tout cas, se référer aux interférences militaires connues en Palestine. L'antisémitisme constitue un alibi privilégié, permettant de justifier les atteintes au révisionnisme historique, par la création de lois liberticides en France. L'État aurait-il le droit de décider de ce que doit être la vérité? Qu'en serait-il d'un complot américano-sioniste? Serait-il à l'instigation de la tentative de réalisation d'un califat, tentant de réconcilier les pays arabo-musulmans pour la création d'un État commun situé en Irak, en Syrie et en Iran, par la force, comme l'ont fait les Juifs en Palestine, pour pouvoir mieux déclarer une guerre particulièrement offensive à leur encontre? À partir de 1983, le pouvoir sioniste aurait pris le pouvoir politique, par un appui du pouvoir bancaire, et instauré un modèle de rigueur dont la France ne se serait plus remise, en bloquant tous les secteurs économiques du pays. Environ 600 000 Juifs, nombre estimé, résideraient en France et détiendraient tous les secteurs clés, décisionnels du pays, dans tous les secteurs économiques et bancaires, ainsi que ceux de l'information, de la culture, de la santé, etc. Cette situation, qui rappelle celle de l'Allemagne-Autriche des années 1929 à 1937, est propice à faire se renforcer arbitrairement une vague antisémite pourtant encore illusoire. Une nation, comme la France, en faillite économique complète, où les agriculteurs et les petits commerçants sont ruinés et qui se suicident en masse, où la classe moyenne est exsangue, serait dirigée par une oligarchie écrasante, arrogante et méprisante. Cette oligarchie qui a pris les pleins pouvoirs n'hésite pas à se cacher derrière les slogans de complotisme et de conspirationnisme, qui leur permet de faire douter de la valeur de leurs détracteurs. Par exemple, il suffit de dire que le complotisme fournit des arguments au terrorisme, lorsqu'il est dit que l'écroulement des tours jumelles est anormal et peut être douteux, par la suite de leur percussion par des avions de grande ligne. Mais, les pleins pouvoirs de l'oligarchie dirigeante en France auraient en cours de préparation, une guerre civile parfaitement orchestrée. D'abord, par une immigration volontaire et incontrôlée, depuis plusieurs dizaines d'années, qui leur permettrait d'établir une mainmise totale sur l'Europe à partir de la France. Ensuite, parce que le chaos sert les puissants en leur permettant de réaliser une domination totale sur les populations. Le processus étant d'organiser un régime faible plus facile à gérer. Toutefois, il y aurait des faits révélateurs au sein de l'Europe. Pour comprendre ce qui se prépare en France, il convient d'examiner ce qui se passe chez les autres. La Suède, qui comptait 10 millions d'habitants, est le pays de référence, par ses précédentes exemplarités démocratiques. Il devient un centre d'études très instructif, en raison des événements démocratiques très particuliers qui s'y dérouleraient. La politique de la Suède, depuis de nombreuses années, a décidé de faire de son pays une terre d'accueil. Contrairement à la France, où les régimes politiques qui se sont succédés n'ont communiqué aucun chiffre concernant son immigration, la Suède en tiendrait une comptabilité. À Malmö, la troisième ville du pays, qui comptait 40% d'habitants d'origine non européenne en 2010, serait devenue une ville dont ses habitants seraient majoritairement d'origine extérieure à l'Europe. À Göteborg, sur 34 000 enfants recensés en 2014, la moitié étaient d'origine non européenne. Des conséquences apparentes à cette situation concerneraient la criminalité. Avant 2003 concernant, par exemple les viols, de 9 par 100 000 habitants seraient passés à 69 en 2014. Environ 80% de ces faits seraient incriminés, pour une large part, à des musulmans, selon les sources policières. Dans la seule année 2013, 80 000 réfugiés demandeurs d'asile auraient été accueillis en Suède, provenant essentiellement du Moyen-Orient et de confession musulmane. Il n'est pas tenu compte, dans ce chiffre, des demandes normales d'entrée sur le territoire pour le travail, les études ou les regroupements familiaux, etc. Un nombre équivalent aurait été établi en 2015. Il serait prévu un nombre supplémentaire de 500 000 immigrés légaux pour les 4 années à venir. Il ne serait pas tenu compte d'une estimation des immigrés illégaux.
Certainement à cause de cette situation, le gouvernement en place a choisi, après un refus du vote de son budget et donc devenu minoritaire, mais après avoir réussi une entente nationale, a décidé de ne pas convoquer de nouvelles élections, contrairement à sa constitution. Ainsi, pour ne pas être contraint à une crise prolongée du gouvernement, comme cela avait été le cas en Belgique, en Italie, en Espagne, les partis traditionnels se seraient unis pour faire barrage aux nuisances parlementaires majoritairement hostiles aux décisions politiques. Lorsque les préoccupations du peuple électeur deviennent contraires à la doctrine imposée par la centralisation du pouvoir, ses représentants sont tout simplement taxés de populisme et écartés. Un état d'urgence est donc décrété, afin de supprimer toute possibilité de nuisance des partis dits populistes et de ses électeurs. Un contrôle économique et politique est ainsi exercé contre les masses qui chercheraient à y échapper. Les détracteurs des politiques mises en œuvre sont alors accusés d'être des complotistes. De la même façon, les auteurs de thèses complotistes seront considérés comme irréguliers et passibles de poursuites. La liberté d'expression s'en trouve évidemment bafouée. Les échanges sur Internet, possiblement peu contrôlables, deviennent une particularité extraordinairement gênante pour l'oligarchie dirigeante qui désirerait la museler. Comme en Suède, l'oligarchie française utilise des moyens de coercition permettant de neutraliser tout avis contraire à sa doctrine. Les mécanismes de censure et de pression, contraignant jusqu'à une auto-censure par délégation, sont de plus en plus prégnantes et prédominantes. C'est la soumission au pouvoir central oligarchique, ou l'opprobre. C'est aussi une incitation à la lâcheté. Nul ne doit pouvoir être en mesure de contester les directives oligarchiques. L'interdiction à une information objective, avec l'esprit critique qui doit l'accompagner, relève de la dictature. Il s'agirait d'une violence apparemment attribuable à une volonté sioniste. La traque des dissidents au régime existe sur l'Internet. The Onion Routé, appelé Tor, est le réseau Darknet. Il permettrait à ceux qui veulent se cacher de pouvoir le faire. Il y aurait deux systèmes gouvernementaux, le premier qui contrôle tout de la vie de son peuple, le deuxième qui est la domination par les peuples. Les gouvernements chercheraient d'abord à se sécuriser, puis à sécuriser leurs citoyens. Leurs décisions sont d'empêcher toute action représentant une menace quelconque qui l'englobe sous le terme de terrorisme. La liberté des uns s'arrêterait lorsque celle des autres serait mise en danger. Une très étroite surveillance des terroristes est alors engagée. Mais pour pouvoir les débusquer, il devient prépondérant de surveiller tout le monde. C'est aussi la mort de toute forme de démocratie et la porte ouverte à l'obscurantisme et, par voie de conséquence, à l'anarchisme, à partir de la cryptographie permettant les échanges cachés. Dans ce type d'environnement, les frontières étatiques ne fonctionnent plus. La Bitnation est un exemple de création d'un monde fictif, auquel tout le monde peut appartenir. Il s'agit de créer une nation du web, totalement apatride, où chacun peut se connecter et partager les mêmes valeurs. Cet état particulier fonctionne par des échanges de biens et de services, par des cryptomarchés, décentralisés et anonymes, non contrôlables par les gouvernements. Il s'agit là d'une alternative à un chaos annoncé, celui de l'effondrement des systèmes économiques et de tous les systèmes sociaux. La France est un parfait exemple des valeurs d'un système social qui dérange l'oligarchie et qui tente d'en restreindre les effets, arbitrairement, en catimini, mais méthodiquement et irrémédiablement. Il devient donc impératif de créer un modèle non attaquable par les pouvoirs. Le système de Bitnation permettrait de pouvoir dénoncer, en toute quiétude, les agencements pervers des gouvernements de l'ombre. Darknet est un système qui permet de faire des transactions en toute quiétude. Seulement, cela n'est pas aussi simple. Ce système crypté est actuellement entre les mains des mafias. Quitter un système mafieux, représenté par nos gouvernants, pour un autre encore plus dangereux, n'est pas tout à fait souhaitable. L'oligarchie a, bien évidemment, tous les moyens de démontrer, par leur système d'information, que les personnes qui utilisent la Bitnation sont considérées comme des terroristes.
Il ne faut pas perdre de vue qu'entre 1941 et 1945, toutes les personnes qui s'opposaient au pouvoir de Vichy, qui lui, était en collaboration avec le régime hitlérien, étaient toutes considérées comme des terroristes. Les valeurs se sont ensuite inversées après la libération de la France, par l'écrasement des villes françaises sous les bombes américaines. Les collaborateurs devenant des traîtres de la nation. Les valeurs pourraient vite s'inverser, mais seulement après un nouveau chaos. Une contre-économie, indépendante des systèmes des marchés mondiaux, ne peut pas être mise en place avant. Les oligarques auraient vite fait de la démanteler, comme ils ont déjà su le démontrer. Le réseau mondial des interconnectés aurait été mis en service par le nouvel ordre mondial et décidé en 1967. Ce réseau du village communautaire global avait été envisagé pour pouvoir ficher, identifier, comptabiliser et rentabiliser les individus. Plus tard, des communautés, considérées non rentables au regard du NOM, seront éliminées par des guerres intestines locales, de type Libye, Irak, Syrie. Quel est donc le plan global prévu ? Voici donc la manière détaillée par laquelle nous procéderons d'ici 1998 pour paver la route à la naissance de notre gouvernement mondial. 1. Décupler la société des loisirs qui nous a été si profitable. En nous servant de l'invention des vidéos que nous avons financées et des jeux qui lui sont rattachés, finissons de pervertir la morale de la jeunesse. Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts. Un être possédé par ses sens, et esclave de ceux-ci, nous le savons, n'a ni idéal ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Il est un individualiste par nature, et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos priorités. D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en se servant du désabusement de cette dernière. 2. Encourager la contestation étudiante pour toutes les causes rattachées à l'écologie. La protection obligatoire de cette dernière sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les États-nations à échanger leur dette intérieure contre la perte de 33% de tous leurs territoires demeurés à l'état sauvage. 3. Comblons le vide intérieur de cette jeunesse en l'initiant, dès son tout jeune âge, à l'univers des ordinateurs. Utilisons, pour cela, son système d'éducation. Un esclave au service d'un autre esclave que nous contrôlons. 4. Sur un autre plan, établissons le libre-échange international comme étant une priorité absolue pour la survie économique des États-nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalistes de toutes les nations, à les isoler en factions diverses, et au moment voulu, à les opposer farouchement les uns aux autres dans des guerres intestines qui achèveront de ruiner ces nations. 5. Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, faisons en sorte que nos agents déjà infiltrés dans les ministères des Affaires intergouvernementales et de l'immigration des États-nations fassent modifier en profondeur les lois de ces ministères. Ces modifications viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de leurs frontières, immigration que nous aurons d'ailleurs provoquée en ayant pris soin de faire éclater, ici et là, de nouveaux conflits locaux. Par des campagnes de presse bien orchestrées dans l'opinion publique des États-nations ciblés, nous provoquerons chez celles-ci un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leur économie intérieure et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de leur territoire. Nous verrons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux d'immigrants, ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des nations visées. 6. Ce libre-échange qui, en réalité, n'en est pas un car il est déjà contrôlé par nous, tout au sommet de la hiérarchie économique, noyautons-le en 3 commissions latérales, celle de l'Asie, celle de l'Amérique, celle de l'Europe. Il nous apportera la discorde à l'intérieur des États-nations par la hausse du chômage relié aux restructurations de nos multinationales. 7. Transférons lentement, mais sûrement, nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de l'économie de marché, tels les pays de l'Est de l'Europe, en Russie et en Chine par exemple.
Nous nous fichons bien, pour l'instant, si leur population représente ou non un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès, en premier lieu, à une main-d'œuvre esclave, à bon marché et non syndiquée, que nous offrent ces pays et ceux du tiers-monde. D'ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en place par nous? Ne font-ils pas appel à l'aide étrangère, et auprès de notre Fonds monétaire international, et de notre Banque mondiale? Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils contribuent à entretenir ces nouvelles populations dans l'illusion d'une libération économique, d'une liberté politique, alors qu'en réalité, nous les dominerons par l'appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront jamais s'acquitter. Quant aux populations occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du bien-être économique, car les produits importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. Par contre, sans qu'elles s'en aperçoivent au début, de plus en plus d'industries seront obligées de fermer leurs portes à cause des transferts que nous aurons effectués hors des pays occidentaux. Ces fermetures augmenteront le chômage et apporteront des pertes importantes de revenus pour les États-nations. 8. Ainsi nous mettrons sur pied une économie globale, à l'échelle mondiale qui échappera totalement au contrôle des États-nations. Cette nouvelle économie sera au-dessus de tout, aucune pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres politiques mondiales et obligera à une réorganisation politique, mais selon nos priorités à l'échelle mondiale. 9. Par cette économie indépendante, n'ayant de loi que nos lois, nous établirons une culture de masse mondiale. Par le contrôle international de la télévision, des médias, nous instituerons une nouvelle culture, mais nivelée, uniforme pour tous, sans qu'aucune création future ne nous échappe. Les artistes futurs seront à notre image ou bien ne pourront pas survivre. Fini donc ce temps où des créations culturelles indépendantes mettaient à tout moment en péril nos projets mondialistes comme cela fut si souvent le cas dans le passé. 10. Par cette même économie, il nous sera alors possible de nous servir des forces militaires des États-nations, telles celles des États-Unis, dans des buts humanitaires. En réalité, ces forces nous serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté. Ainsi les pays du tiers-monde et d'autres semblables à eux ne pourront pas être en mesure d'échapper à notre volonté de nous servir de leur population comme main-d'œuvre esclave. 11. Pour contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la productivité de son but premier, libérer l'homme de la dureté du travail. Nous l'orienterons en fonction de la retourner contre l'homme en asservissant ce dernier à notre système économique où il n'aura pas le choix de devenir notre esclave, et même un futur criminel. 12. Tous ces transferts à l'étranger de nos multinationales et la réorganisation mondiale de l'économie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. Cette situation sera d'autant plus réalisable parce qu'au départ, nous aurons privilégié l'importation massive des produits de base à l'intérieur des États-nations et, du même coup, nous aurons surchargé ces États par l'emploi exagéré de leur population à la production de services qu'ils ne pourront plus payer. Ces conditions extrêmes multiplieront par millions les masses d'assistés sociaux de tout genre, d'illettrés, de sans-abri. 13. Par des pertes de millions d'emplois dans le secteur primaire, à même les évasions déguisées de capitaux étrangers hors des États-nations, il nous sera ainsi possible de mettre en danger de mort l'harmonie sociale par le spectre de la guerre civile. 14. Ces manipulations internationales des gouvernements et des populations des États-nations nous fourniront le prétexte d'utiliser notre FMI pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en place des budgets d'austérité, sous le couvercle de la réduction illusoire de leur dette nationale, de la conservation hypothétique de leur cote de crédit internationale, de la préservation impossible de la paix sociale. 15. Par ces mesures budgétaires d'urgence, nous briserons ainsi le financement des États-nations pour tous leurs méga-projets, qui représentent une menace directe à notre contrôle mondial de l'économie. 16.
D'ailleurs, toutes ces mesures d'austérité nous permettront de briser les volontés nationales des structures modernes dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, du transport et des technologies nouvelles. 17. Ces mêmes mesures nous offriront l'occasion rêvée d'instaurer notre idéologie de la compétition économique. Celle-ci se traduira, à l'intérieur des États-nations, par la réduction volontaire des salaires, les départs volontaires avec remise de médailles pour services rendus, ce qui nous ouvrira les portes à l'instauration partout de notre technologie de contrôle. Dans cette perspective, tous ces départs seront remplacés par des ordinateurs à notre service. 18. Ces transformations sociales nous aideront à changer en profondeur la main-d'œuvre, policière et militaire, des États-nations. Sous le prétexte des nécessités du moment, et sans éveiller de soupçons, nous nous débarrasserons une fois pour toutes de tous les individus ayant une conscience judéo-chrétienne. 7. Restructuration des corps policiers et militaires nous permettra de limoger sans contestation le personnel âgé, de même que tous les éléments ne véhiculant pas nos principes mondialistes. Ceux-ci seront remplacés par de jeunes recrues dépourvues de conscience et de morale, et déjà toutes entraînées et favorables à l'usage inconsidéré de notre technologie de réseaux électroniques. 19. Dans un même temps, et toujours sous le prétexte de coupure budgétaire, nous veillerons au transfert des bases militaires des États-nations vers l'Organisation des Nations Unies. 20. Dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation du mandat international des Nations Unies. 2. Force de paix, sans pouvoir décisionnel, nous l'amènerons à devenir une force d'intervention, où seront fondues, en un tout homogène, les forces militaires des États-nations. Ceci nous permettra d'effectuer, sans combat, la démilitarisation de tous ces États de manière à ce qu'aucun d'entre eux, dans l'avenir, ne soit suffisamment puissant, indépendant, pour remettre en question notre pouvoir mondial. 21. Pour accélérer ce processus de transfert, nous impliquerons la force actuelle des Nations Unies dans des conflits impossibles à régler. De cette manière, et avec l'aide des médias que nous contrôlons, nous montrerons aux populations l'impuissance et l'inutilité de cette force, dans sa forme actuelle. La frustration aidant, et poussée à son paroxysme au moment voulu, poussera les populations des États-nations à supplier les instances internationales de former une telle force multinationale, au plus tôt afin de protéger à tout prix la paix. 22. L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une force militaire multinationale ira de pair avec l'instauration, à l'intérieur des États-nations, d'une force d'intervention multijuridictionnelle. Cette combinaison des effectifs policiers et militaires, créée à même le prétexte de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur de ces États croulant sous le fardeau des problèmes économiques, nous permettra de mieux contrôler les populations occidentales. Ici, l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus nous fournira une surveillance complète de toutes les populations visées. 23. Cette réorganisation policière et militaire intérieure et extérieure des États-nations permettra de faire converger le tout vers l'obligation de la mise en place d'un centre mondial judiciaire. Ce centre permettra aux différents corps policiers des États-nations d'avoir rapidement accès à des banques de données sur tous les individus potentiellement dangereux pour nous sur la planète. L'image d'une meilleure efficacité judiciaire et les liens de plus en plus étroits créés et entretenus avec le militaire nous aideront à mettre en valeur la nécessité d'un tribunal international, doublé d'un système judiciaire mondial, l'un pour les affaires civiles et criminelles individuelles et l'autre pour les nations. 24. Au cours de la croissance acceptée par tous de ces nouvelles nécessités, il sera impérieux pour nous de compléter au plus tôt le contrôle mondial des armes à feu à l'intérieur des territoires des États-nations. Pour ce faire, nous accélérerons le plan Alpha, mis en œuvre au cours des années 60 par certains de nos prédécesseurs. Ce plan, à l'origine, visait deux objectifs qui sont demeurés les mêmes encore aujourd'hui, par l'intervention de tireurs fous, créer un climat d'insécurité dans les populations pour amener à un contrôle plus serré des armes à feu.
Orienter les actes de violence de manière à en faire porter la responsabilité par des extrémistes religieux, ou des personnes affiliées à des allégeances religieuses de tendance traditionnelle, ou encore, des personnes prétendant avoir des communications privilégiées avec Dieu. Aujourd'hui, afin d'accélérer ce contrôle des armes à feu, nous pourrons utiliser la chute des conditions économiques des États-nations qui entraînera avec elle une déstabilisation complète du social, donc augmentation de la violence. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ni de vous démontrer, frères, les fondements de ce contrôle des armes à feu. Sans celui-ci, il deviendrait presque impossible pour nous de mettre à genoux les populations des États visés. Rappelez-vous avec quel succès nos prédécesseurs ont pu contrôler l'Allemagne de 1930 avec les nouvelles lois mises en application à l'époque, lois d'ailleurs sur lesquelles sont fondées les lois actuelles des États-nations pour ce même contrôle. 25. Les dernières étapes se rapportent à la phase oméga, expérimentée à partir des expérimentations effectuées au début des années 70. Elle renferme la mise en application, à l'échelle mondiale, des armes électromagnétiques. Les changements de climat, entraînant la destruction des récoltes, la faillite dans ces conditions, des terres agricoles. L'avenir du contrôle des populations de ces États passe obligatoirement par le contrôle absolu, par nous, de la production alimentaire à l'échelle mondiale, et par la prise de contrôle des principales routes alimentaires de la planète. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser l'électromagnétique, entre autres, pour déstabiliser les climats des États les plus productifs sur le plan agricole. Quant à l'empoisonnement de la nature, elle sera d'autant plus accélérée que l'augmentation des populations l'y poussera sans restriction. La dénaturation, par moyens artificiels, des produits alimentaires de consommation courante, l'empoisonnement de la nature par une exploitation exagérée et inconsidérée, et l'utilisation massive de produits chimiques dans l'agriculture, tout cela, frères, mènera à la ruine assurée des industries alimentaires des États-nations. 26. L'utilisation de l'électromagnétique pour provoquer des tremblements de terre dans les régions industrielles les plus importantes des États-nations contribuera à accélérer la chute économique des États les plus menaçants pour nous, de même qu'à amplifier l'obligation de la mise en place de notre nouvel ordre mondial. 27. Qui pourra nous soupçonner? Qui pourra se douter des moyens utilisés? Ceux qui oseront se dresser contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre conspiration, deviendront suspects aux yeux des autorités de leur nation et de leur population. Grâce à la désinformation, au mensonge, à l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons créés au sein des peuples des États-nations, l'homme est devenu un ennemi pour l'homme. Ainsi ces individus indépendants, qui sont des plus dangereux pour nous, justement à cause de leur liberté, seront considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des libérateurs. L'esclavage des enfants, le pillage des richesses du tiers-monde, le chômage, la propagande pour la libération de la drogue, l'abrutissement de la jeunesse des nations, l'idéologie du respect de la liberté individuelle, diffusée au sein des églises judéo-chrétiennes et à l'intérieur des États-nations, l'obscurantisme considéré comme une base de la fierté, les conflits interethniques, et notre dernière réalisation, les restrictions budgétaires, tout cela nous permet enfin de voir l'accomplissement ancestral de notre rêve, celui de l'instauration de notre nouvel ordre mondial. Écrit fin juin 1985. Nota, contient des extraits de L'Aurore Rouge, censé avoir été concocté dans la loge crypto-maçonnique 666. Le plus grand complot jamais organisé, un génocide total contre l'espèce humaine. Le père Jean-Paul Regimbal était un prêtre catholique né à North Bay et rattaché à la communauté des Pères Trinitaires au Canada. Il était né en 1931 à North Bay, Royaume-Uni, et serait décédé en 1988, de façon suspecte. Il aurait notamment dénoncé l'action des Illuminati et du Nouvel Ordre mondial. Aurait-il été assassiné lors d'un voyage au Vatican, ainsi que cela aurait été dit?
Serge Manest, journaliste essayiste canadien-québécois, né en 1945, il aurait également dénoncé le nouvel ordre mondial. Il serait mort en 1996, de façon suspecte. Manipuler. Comment manipuler la populace, en 10 leçons. 1. La stratégie de la distraction. Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie et de la cybernétique. Garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivé par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, sans aucun temps pour penser, de retour à la ferme avec les autres animaux. Extrait 2, armes silencieuses pour guerre tranquille. 2. Créer des problèmes, puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème-réaction-solution. On crée d'abord un problème, une situation, prévu pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore, créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. 3. La stratégie de la dégradation. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, en dégradé, sur une durée de 10 ans. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles, néolibéralisme, ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'il avait été appliqué brutalement. 4. La stratégie du différé. Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse, mais nécessaire, en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. 5. S'adresser au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ? Si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Extrait 2, armes silencieuses pour guerre tranquille. 6. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements. 7. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Extrait 2, armes silencieuses pour guerre tranquille. 8. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité.
Encourager le public à trouver cool le fait d'être stupide, vulgaire et inculte. 9. Remplacer la révolte par la culpabilité. Faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolution. 10. Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie et la psychologie appliquée, sans compter les enquêtes de surveillance d'écoute et de renseignement, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Nota, contient des extraits de L'Aurore rouge. Autre projet. But du projet mondialiste. Établissement de l'occulte mondial. Moyens de financement du projet, contrôle du FMI, du GATT, de la Commission de Bruxelles, de l'OTAN, de l'ONU et d'autres organismes internationaux. Les dernières 18 années furent très profitables pour l'avancement de nos projets mondiaux. Je peux vous dire, frères, que nous touchons maintenant presque au but. La chute des États-nations n'est plus qu'une question de temps, assez court, dois-je vous avouer en toute confiance. Grâce à nos agents d'infiltration et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans précédent ont maintenant été accomplis dans tous les domaines de la science et de la technologie dont nous contrôlons financièrement les plus grandes corporations. Depuis les réunions secrètes avec Monsieur de Rothschild dans les années 56, et qui avaient pour but de mettre au point le développement et l'implantation mondiale des ordinateurs, il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale où toutes ces machines seraient reliées entre elles. Car, comme vous le savez déjà, le contrôle direct et individuel des populations de la planète serait à tout le moins totalement impossible sans l'usage des ordinateurs et leur rattachement électronique les uns par rapport aux autres en un vaste réseau mondial. Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus. De plus, elles ne possèdent ni conscience, ni morale aucune, ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet comme le nôtre. Surtout, ces machines accomplissent, sans discuter, tout ce qui leur est dicté. Elles sont des esclaves parfaits dont ont tant rêvé nos prédécesseurs, mais sans qu'il ait été à même de se douter qu'un jour, il nous serait possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont l'ultime accomplissement et outil de notre nouvel ordre mondial. Elles en sont la pierre angulaire. L'organisation de ces machines en un vaste réseau mondial dont nous contrôlerons les leviers supérieurs nous servira à immobiliser les populations. Comment ? Comme vous le savez, la structure de base de notre nouvel ordre mondial est composée, dans son essence, d'une multitude de réseaux divers couvrant chacun toutes les sphères de l'activité humaine sur toute l'étendue de la planète. Jusqu'à ce jour, tous ces réseaux étaient reliés entre eux par une base idéologique commune, celle de l'homme comme étant le centre et l'ultime accomplissement de l'univers. Ainsi, grâce à tous ces réseaux unis par le lien de la nouvelle religion de l'homme pour l'homme, nous avons pu facilement infiltrer tous les secteurs humains dans tous les pays occidentaux, et en modifier la base judéo-chrétienne. Le résultat est qu'aujourd'hui, cet homme, qu'il fasse partie du politique, de l'économique, du social, de l'éducation, du scientifique ou du religieux, a déjà, depuis notre dernière réunion de fin juin 1967, abandonné son héritage passé pour le remplacer par notre idéal d'une religion mondiale basée uniquement sur l'homme. Coupé ainsi qu'il est dorénavant de ses racines historiques, cet homme n'attend plus, en définitive, que lui soit proposée une nouvelle idéologie. Celle-ci, bien entendu, est la nôtre, celle du village communautaire global dont il sera le centre. Et c'est précisément ce que nous lui apporterons en l'encourageant à faire partie,
corps et âme, de ce réseau électronique mondial où les frontières des États-nations auront été à tout jamais abolies, anéanties jusqu'à leurs racines les plus profondes. Pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle à faire partie de sa nouvelle communauté mondiale en faisant partie de ce vaste réseau d'ordinateurs, pour notre compte, nous verrons, à partir des leviers supérieurs qui lui seront cachés, à le ficher, à l'identifier, à le comptabiliser, et à le rentabiliser selon nos propres objectifs. Car à l'intérieur de cette nouvelle société globale, aucun individu ayant un potentiel de rentabilité pour nous, ne pourra nous échapper. L'apport constant de la technologie électronique devra nous assurer de tous les moyens pour ficher, identifier et contrôler tous les individus des populations de l'Occident. Quant à ceux qui ne représenteront aucune rentabilité exploitable par nous, nous verrons à ce qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes à travers toutes les guerres intestines locales que nous aurons pris soin de faire éclater ici et là en nous ayant servi, et de la chute de l'économie des États-nations, et des oppositions et des revendications des divers groupes composant ces mêmes États. Voici donc la manière détaillée par laquelle nous procéderons d'ici 1998 pour paver la route à la naissance de notre gouvernement mondial. Alerte. Qui sont les lanceurs d'alerte? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'une personne consciente d'irrégularité, qu'elle aurait constatée, essaie de prévenir des services concernés. Mais, un lanceur d'alerte, convaincu de sa légitimité, sera rapidement confronté aux mesures drastiques du pouvoir qu'il cherche à faire démasquer. L'expérience, chez les lanceurs d'alerte, leur fait rapidement prendre conscience qu'ils s'attaquent à des systèmes intransigeants. Des mesures terrifiantes sont immédiatement mises en œuvre afin de neutraliser immédiatement et irrémédiablement les allégations de ces personnes. Pourtant, il est évident que dans une démocratie, le public ait le droit d'être informé. Les lanceurs d'alerte sont des personnes qui, informées des dysfonctionnements à l'égard des déontologies affichées, n'en supporteraient plus les conséquences. Ils sont convaincus que le fait de se taire les rendrait complices de ces choix délibérés de dysfonctionnement. Les lanceurs d'alerte se retrouvent en face d'une nécessité de devoir choisir entre leur conscience et leur carrière. Il s'agit évidemment, dans la majorité des cas, de personnes ayant des responsabilités les amenant à avoir la connaissance de faits très litigieux, à de très hauts niveaux. Comme la création de prisons secrètes, par exemple. Ces gens-là risquent leur liberté et quelquefois leur vie. Ils doivent aussi assumer les conséquences des répercussions sur leurs familles respectives. Ils sont, dans la plupart des cas, mis en accusation par une justice qui aurait dû être chargée de les défendre. Dévoiler des faits litigieux, exécutés par de hauts dignitaires d'un des plus grands pays dits démocratiques, ne peut pas rester sans conséquence, pour ces divulgateurs. La stratégie alors établie est celle du secret défense. Tous les moyens y sont donc utilisés pour pouvoir obtenir un silence total. Il suffit, pour permettre cela, d'obtenir un prétexte de sécurisation, à la suite d'un événement fortuit ou improvisé. Des techniques améliorées d'interrogatoire sont ensuite développées. Cet euphémisme désigne simplement tous les actes de torture. Devenir lanceur d'alerte ne peut pas résulter d'une ambition personnelle et encore moins d'un plan de carrière. Ces gens-là sont beaucoup trop dérangeants pour un pouvoir, de quelque nature qu'il soit. Tous les moyens sont ensuite mis en œuvre pour pouvoir les éradiquer. Pour ce faire, l'espionnage devient la règle. Tous les individus doivent être mis sous contrôle et de façon systématique. De très grosses structures du renseignement sont mises en service avec leur plein pouvoir, dans tous les domaines. Tout est organisé dans le secret absolu. Personne ne doit pouvoir divulguer quoi que ce soit. Mais il y a pire, les données personnelles des citoyens ne doivent pas faire l'objet d'aucune protection, sous aucun prétexte. Les services secrets militaires sont chargés de tout superviser et de tout contrôler de façon systématique. Une surveillance électronique, à très grande échelle, aurait été mise en place, toujours dans le plus grand secret. Dans ce contexte militaro-politique, un lanceur d'alerte devient rapidement un rebelle, un dissident et enfin un traître. Ces personnes tombent alors sous l'application d'une loi concernant les actes d'espionnage, pour divulgation d'informations secrètes.
Ces personnes sont ainsi classifiées ennemis de l'État. Cette application démontre, s'il en était besoin, d'une procédure d'intimidation envers toute autre personne qui serait, elle aussi, tentée de divulguer des informations dérangeantes pour le pouvoir. Pour pouvoir faire fonctionner des services secrets de cette ampleur, les agents qui y sont recrutés n'ont qu'une connaissance allégée de leur rôle. De fausses informations leur sont souvent divulguées afin qu'ils puissent pleinement adhérer à leur mission. Lorsque des personnes dangereuses ne peuvent pas être capturées dans le cadre des missions assignées, il suffit d'impliquer des lampistes pour justifier les mesures prises. Des mensonges d'État sont également circonstanciés. Le pouvoir viole systématiquement les lois existantes avec tout le cynisme qui le caractérise. Les lanceurs d'alerte n'ont plus, pour seul recours, que celui de l'anonymat, mais à condition de ne pas être démasqués, car tous les moyens sont alors mis en œuvre pour pouvoir identifier son origine. La procédure de laminage du paria devient ensuite très efficace. Le chef d'inculpation s'intitule « Divulgation d'informations secrètes ». Il est assorti de preuves non justifiables et non justifiées. Les manœuvres consistent ensuite à détruire la personnalité des lanceurs d'alerte par tous les moyens imaginables. Ces pratiques n'ont rien à envier à celles de la mafia ni à celles des organisations terroristes. Leurs pratiques sont en tout point identiques. Désobéissance. Des citoyens, très connus ou simplement anonymes, préoccupés par l'orientation de certains événements, font soudainement preuve d'une sorte d'insurrection individuelle. Des dispositions législatives permettent à ces personnes appelées des lanceurs d'alerte d'être protégées. Ces personnes n'entrent pas dans le cadre de la délinquance, mais au contraire dans celui des gens respectueux du cadre réglementaire devant être respecté. Les persécutions, y compris judiciaires de ces personnes n'est donc pas réglementaire. Tout employé, qui dans une entreprise, serait licencié par des mesures de représailles, à la suite de divulgation d'éléments compromettants pour ses dirigeants, doit être considéré comme un modèle. Les agissements à son égard devraient être nuls et non avenus. Cette disposition réglementaire de protection du personnel s'applique au personnel privé et public. Par contre, les principaux responsables des décisions illégales disposent de toutes les compétences judiciaires mises à leur disposition, leur permettant de compromettre les lanceurs d'alerte, qui agissent pourtant de bonne foi, afin de pouvoir les attaquer. Il y aurait deux catégories de lanceurs d'alerte. Il y a celui que cherche à modifier ce qu'il considère comme une anomalie et qui la révèle afin d'inciter une correction. Et puis, il y a le rebelle, qui cherche à renverser le fonctionnement d'un système qu'il juge comme préoccupant. Des courants utopiques peuvent s'avérer aussi dangereux que certains systèmes aux fonctionnements illégaux, comme le fonctionnement de certaines banques, par exemple. La protection des lanceurs d'alerte représente cependant un modèle social équivoque. Il apparaît évident que des choix stratégiques sont déterminés et les remettre en cause en permanence empêcherait un fonctionnement normal dans l'organisation de la société humaine. Il convient de pouvoir faire la distinction entre une personne préoccupée par une anomalie et un délateur. Mais comment peut-on faire le tri entre ces deux entités ? Malgré tout, une conscience législative se serait instaurée pour permettre de pouvoir protéger les lanceurs d'alerte. Il conviendrait effectivement de devoir prémunir des personnes qui se targuent de chercher à protéger un intérêt général, dès lors qu'ils s'avéreraient à l'évidence menacés. Des tyrannies sont mises en évidence quotidiennement. Celle des systèmes financiers qui dilapident l'économie des particuliers, sous le prétexte de l'intérêt des entreprises. Celle d'une obsession sécuritaire qui met en place des modèles globalisés de surveillance des populations, sous le prétexte d'une lutte antiterroriste. Ces pratiques sont celles du totalitarisme étatique, où le citoyen est inséré dans un ensemble globalisé où ses droits et ses devoirs se retrouvent complètement annihilés. Les lanceurs d'alerte représenteraient tout simplement des valeurs démocratiques ostensiblement affichées qui n'auraient rien à voir avec une tentative d'atteinte envers l'intérêt public. Cependant, la bonne foi n'est pas toujours facile à démontrer.
Elle ne peut être mise en évidence que par la démonstration d'un désintéressement personnel total et démuni de stratégies cyniques ou opportunistes. Il convient évidemment de pouvoir déterminer une parfaite corrélation entre l'information sur le motif de l'alerte, définissant la menace grave envers l'intérêt général. Il est pourtant évident qu'il peut y avoir un modèle de restriction sur la vérité, pour ce qui concerne les décisions étatiques stratégiques importantes, pendant un certain temps. Cela ne doit pas non plus être la règle et surtout pas une permanence. Il devient indispensable de créer une autorité, totalement indépendante, capable d'assurer une immunité totale à l'encontre d'un lanceur d'alerte qui serait considéré comme contrevenant et qui pourrait être poursuivi pour une violation du secret défense. Il en va ainsi pour la sécurité démocratique des populations. D'énormes quantités de secret défense devraient pouvoir être levées lorsqu'il y a, à l'évidence, de graves menaces à des atteintes envers des droits publics et par voie de conséquence à des atteintes à la démocratie. Il serait possible d'envisager un modèle de confidentialité, à l'égard d'une alerte, pendant le temps nécessaire à la résolution d'une occurrence. Il serait sans doute intéressant d'y incorporer le secret des sources, des journalistes d'investigation qui s'abritent derrière ce système de confidentialité. Cela pouvant servir à éviter une complicité de recel. L'immunité totale établie, dans les pays démocratiques, à l'égard de ces journalistes va aussi dans le sens de la préservation des droits des lanceurs d'alerte. La crédibilité à l'égard des dirigeants s'est complètement effondrée, et pour cause, puisque de représentatifs, désignés pour sauvegarder l'intérêt général, ils deviennent bien trop souvent les garants de la seule sauvegarde de leurs intérêts particuliers. Il n'y aurait plus que 6% des populations à respecter la légitimité des élus. D'où un regain de valeur pour une démocratie participative à l'encontre d'une démocratie basée sur la représentation. Le droit de vote des citoyens ne permet, la plupart du temps, que de ne pouvoir choisir qu'entre la peste et le choléra. Une démocratie directe consentie par les moyens permettant de communiquer immédiatement serait même souhaitée par de nombreuses personnes. Il apparaît pourtant essentiel qu'il existe une hiérarchie permettant des prises de décision. Dans le cas contraire, cela devient ingouvernable et c'est le règne de la mascarade. La désobéissance citoyenne n'a rien à voir avec la révélation d'informations. La crise de la représentativité des responsables élus, dont la loyauté est remise en cause et même délégitimée, a pour conséquence une prise de conscience des citoyens. La société civile se voit tout à coup investie de responsabilités qu'elle n'avait pas d'abord évaluées. Le mouvement citoyen peut être porteur d'expériences et de crédibilité supérieures à celles des responsables, jusque-là désignés. La société civile doit être en mesure de pouvoir se responsabiliser. Elle a aussi la nécessité de devenir exemplaire dans ses modalités de contestation. Les lanceurs d'alerte se sont imposés pour mission et c'est devenu une obligation pour eux, de devoir défendre l'intérêt public en général. La démocratie ne peut pas exister sans qu'elle ait un maximum de transparence. Lorsqu'elle prend le prétexte de devoir s'abriter derrière le secret défense, elle ne peut que tomber dans un réflexe de suspicion à son égard. Toute la collection. Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence vidéophonique sur YouTube. La collection